Là, je prends le droit de fumer ici, donc me voici. Bonjour, si vous voulez bien entrer. Je m'appelle Denise Epstein et j'appartiens à une famille, je ne sais pas si je dois dire en premier russe ou juive, ça dépend de mon humeur. Disons que j'appartiens à une famille juive russe qui a fui la Russie en 1917. Elle avait là-bas un statut assez privilégié, puisque c'était une famille de financiers. Et donc le tsar à l'époque avait recours très souvent à ces familles, et qu'à ce moment-là, le fait qu'ils soient juifs ne jouait aucun rôle. Ils appartenaient donc à une classe sociale, disons, privilégiée, même très certainement, puisque j'ai retrouvé d'ailleurs la maison familiale qui est toujours debout à Kiev et qui n'avait rien d'une isba au fond d'un bois, donc j'ai pu vérifier qu'ils appartenaient quand même à une classe sociale très privilégiée. Ils ont fui la Russie en 17. Je parle là de la famille de ma mère, mais en fait la famille de mon père a suivi exactement le même parcours. Ils ne se connaissaient pas, ils se rencontreront plus tard en France, mais ils ont suivi la même filière comme tous les Russes blancs de cette époque, c'est-à-dire ils sont partis par la Finlande, ils sont restés un peu en Finlande, une année à peu près je crois, et ensuite ils sont partis pour la Suède et ils se sont posé la question de savoir où poser leurs valises. Entre parenthèses, les valises dans nos destinées ont toujours un très grand rôle. C'est une petite touche humoristique, mais oui, on pose ses valises. Voilà, donc ils les avaient posées là, en se demandant où ils allaient s'installer définitivement. Et les deux familles connaissaient très bien la France, puisqu'ils y venaient en vacances chaque année, que en plus le français était une langue qu'ils parlaient parfaitement, étant donné qu'en Russie, le français, dans ce milieu social, le français était la première langue qu'on apprenait aux enfants avant même d'apprendre le russe. C'était le français, l'anglais pour les filles ensuite, et l'allemand pour les garçons. Et puis le russe, voilà. Donc c'était une langue qu'ils connaissaient parfaitement et un pays dont ils appréciaient tout. Le sens de l'hospitalité, les droits de l'homme, enfin tout ce qu'on a pu dire de très beau fut un temps sur la France. Et en plus, ma mère faisait des études littéraires, était une passionnée de la littérature française, et c'est donc comme ça que cette branche familiale s'est installée à Paris, dans des conditions, mon Dieu, pas du tout désagréables, puisqu'ils avaient sauvé leur fortune, ce qui leur a permis de couler des jours, disons, heureux, que ma mère a connu cette période où elle sortait du cauchemar
de la révolution russe, de la fuite qu'elle avait vécue durement, de l'exil, qu'elle avait également vécu très durement. Et elle a, à ce moment-là, elle s'est inscrite à la Sorbonne, où elle a obtenu sa licence, et elle a mené là la vie très très folle d'une jeune fille de cette époque, puisque j'ai retrouvé ses lettres de jeune fille, et que j'ai eu beaucoup de mal à faire coïncider ces lettres avec l'image que j'avais de ma mère. Mais bon, elle en a bien profité de cette époque-là. Et c'était une période, effectivement, l'entre-deux-guerres, qui était, bon, les années folles et tout ce que ça comporte. Et je crois qu'elle les a vécues, je crois pas, je suis sûre, elle les a vécues à fond. Et là, eh bien, elle a rencontré mon père au cours d'une soirée. J'ai d'ailleurs eu la surprise de retrouver une lettre qu'elle a écrite à une de ses amies, qui lui raconte, et elle lui raconte qu'elle a rencontré un jeune homme qui lui plaît pas mal, et en fait, il s'appelait Michel Epstein, et voilà, c'est une histoire qui a été très loin, puisqu'ils se sont mariés en 26. Là, ma mère a commencé sa carrière d'écrivain, ne s'y attendant en fait même pas, parce qu'elle adorait écrire, mais elle ne pensait pas, enfin je crois que vraiment elle n'aurait jamais supposé un instant qu'elle aurait atteint aussi vite un tel degré de célébrité. La célébrité est venue d'un seul coup dès son premier livre, et au sujet de David, qui s'appelle David Golder. Et au sujet de ce livre, une anecdote qui est plus qu'une anecdote, c'est une histoire vraie, c'est-à-dire que quand le manuscrit est arrivé chez Grasset, ils se sont tous enflammés, ont voulu la contacter immédiatement. Maman qui avait écrit ce livre en cachette, sans le dire à mon père, pour lui faire une surprise, et puis parce qu'elle avait peur un peu des réponses, se faisait envoyer ce courrier poste restante. Et personne ne venait chercher ce courrier. Ils ont passé même des annonces dans les journaux pour retrouver le jeune auteur qui signait Irène Nemirovsky. Et finalement, maman avait eu un contretemps fâcheux, c'était ma naissance. Elle était en train de me mettre au monde, et deux chefs-d'œuvre en même temps, c'était beaucoup. Non, ça c'est ironique, on pourrait le couper. Enfin bref, elle s'est présentée chez Grasset, qui n'en a pas cru ses yeux ni ses oreilles, parce qu'elle était très jeune, et que David Golder est un livre extrêmement violent pour être écrit par une si jeune femme. Donc ils ont eu quand même beaucoup de mal à réaliser que c'était une très jeune femme qui avait écrit un livre aussi dur. Et après, mon Dieu, la vie s'est écoulée bien entre son travail, mon père qui était fondé de pouvoir dans une banque, et ça a été la vie qu'on menait à ce moment-là dans ces milieux-là, c'est-à-dire une vie assez partagée, enfin je veux dire, les enfants avaient leur monde, les adultes avaient le leur. J'ai passé un peu toute cette époque d'abord assez seule, puisque j'ai eu une sœur, mais qui n'est née que 7 ans et demi après moi, Elisabeth, qui deviendra par la suite Elisabeth Gilles, et dont on parlera sûrement. Et donc j'ai vécu un peu au milieu des journalistes, du spectacle de maman qui écrivait partout et toujours, et sans plus me poser aucune question par rapport à mes racines, par exemple. Je veux dire que il faudra arriver dans les années 40 pour que je sache qui j'étais. En 39, déjà, j'avais eu des petits signes mais, que je ne comprenais absolument pas.
c'est-à-dire que mes parents se sont fait baptiser et nous ont fait baptiser, catholiques, un petit matin en 39, sans m'expliquer, sans nous expliquer pourquoi. Bon, je ne comprenais pas grand-chose, d'autant que quelque temps auparavant, j'avais vu, nous habitions au boulevard des Invalides, à Paris, dans le 7e, il y avait une église, dont je me rappelle le nom, Saint-François-Xavier, et je voyais des petites filles en robe blanche, qui jetaient des pétales de fleurs, qui faisaient des processions. Moi, je trouvais ça absolument sublime. Et j'avais demandé à maman si moi aussi je ferais un jour ce genre de petite promenade avec des cierges et des pétales de fleurs. Et à ce moment-là, maman m'a dit, toi ma chérie, jamais. Mais sans m'expliquer quoi que ce soit. Pour moi, le mot juif, par exemple, je ne l'ai découvert que le jour où il a fallu que je couse une étoile jaune sur mes vêtements. 1939, parce que à la déclaration de guerre, je vous ai dit que les enfants de Paris avaient été évacués et mes parents nous ont envoyés dans un petit village de Saône-et-Loire dont était issue ma nounou, puisque j'avais eu bien sûr une nounou qui était une Morvandelle. Donc, elle habitait à un village qui s'appelle Issy-l'Évêque, qui était en Saône-et-Loire, et qui nous a hébergés, tandis que mes parents, eux, rentraient sur Paris. Donc, il y a eu une petite période où je découvrais la campagne, d'ailleurs sous son aspect quelquefois très rustique, avec beaucoup de surprises, pas mécontente de ne plus avoir de gouvernante, enfin de ce qui faisait ma vie parisienne. Et là, nous sommes restés. Maman faisait des allers-retours Paris, Saône-et-Loire. On commençait à sentir, d'abord on voyait des choses très dures, on a quand même vu la débâcle, on a vu les gens qui arrivaient de toutes les régions du Nord, de Paris aussi, qui avaient peur des bombardements, qui voyaient bien que l'armée allemande avançait à grands pas et que l'armée française, d'un autre côté, reculait aussi à grands pas. Donc c'est vrai que là, j'ai commencé à voir les premières images de ce qu'on appelle l'exode. Là, ce petit village était brusquement occupé par les réfugiés. Et bon, mais c'était une époque, j'allais dire, que tout le monde a vécu à ce moment-là. Disons, nous n'étions pas, nous, la famille Epstein, plus menacés que n'importe qui. Et puis, la situation donc s'est prolongée comme ça, avec des allers-retours de maman, jusqu'à ce que, d'une part, l'armée allemande occupe ce petit village, mais c'était les militaires, c'était la Wehrmacht, c'est-à-dire que ça n'était pas bon, en tout cas pas à l'époque, et même on fait une différence entre les soldats
et ce qui est arrivé après, les SS, les SA, etc., etc. Eux, c'était l'armée allemande. Maman nous avait rejoints à ce moment-là, et nous habitions à l'hôtel, puisque nous n'avions pas d'appartement là-bas. Nous étions à l'hôtel, d'ailleurs, avec l'armée allemande. Et mon père, à ce moment-là, a fini par nous rejoindre. Enfin, il nous a rejoints définitivement au moment du statut des Juifs, puisqu'il n'avait plus le droit d'exercer. Donc, d'un côté, maman n'avait plus le droit de publier, puisqu'elle était dans la liste, la deuxième liste auto. La liste auto, pour ceux qui ne savent pas, c'était une liste dressée par les nazis et comportant le nom de tous les artistes, peintres, écrivains, sculpteurs, acteurs, metteurs en scène, enfin toutes les professions où apparaissaient des juifs étaient interdites. Donc l'armée allemande est restée là et il y a eu des événements à ce moment-là assez comiques, on pourrait presque dire. Mon père était la seule personne qui parlait allemand, donc il servait d'interprète. Et des relations euh, qu'on pourrait qualifier de bon voisinage s'étaient établies. Nous vivions dans le même hôtel, c'était impossible de ne pas se croiser. C'était des rapports tellement étranges quand on connaît la suite que, par exemple, j'ai retrouvé une lettre de mon père qui, au moment où la Wehrmacht a été appelée sur le front russe, la troupe est donc partie et mon père a retrouvé la montre qu'un officier allemand avait oubliée. Et il y a une lettre absolument sidérante quand on songe à l'époque de mon père écrivant à la commandanture et lui disant que il était un tel, enfin qu'il était Monsieur Epstein et qu'il avait retrouvé la montre d'un Oberlieutenant quelconque qu'il tenait à sa disposition. Bon, c'était une situation très étrange et je me rappelle très bien le départ de la Wehrmacht pour la Russie parce qu'ils étaient en pleurs, c'était souvent de très jeunes, ils étaient en pleurs, ils ont fait une fête que maman va utiliser plus tard dans ses romans, une fête, on pourrait presque dire une orgie. Ils ont bu jusqu'à plus soif, ils étaient terrorisés à l'idée de partir. Bon, et donc, bon, ils sont partis, et à ce moment-là, bon, dans le village, il n'y avait plus de troupes allemandes. Mais tous les jours, il y avait ce statut des Juifs, et qui nous apportait chaque jour une limitation dans notre vie. D'abord, il y avait eu l'inscription obligatoire en tant que juif, et donc le port de l'étoile, et à ce moment-là, évidemment, on peut se poser la question après, bien des juifs ont compris, et heureusement pour eux, ne sont pas allés se déclarer, mais mes parents, voulant être par-dessus tout des bons Français, voulaient être très... Ils étaient très légalistes. Et ils pensaient que jamais, de toute façon, les Pétains ne laisseraient faire quoi que ce soit à des juifs qui n'avaient strictement rien fait de particulier. Ma mère, en plus, était peut-être un peu obscurcie par le fait qu'elle était tellement célèbre et fêtée, et que même elle avait côtoyé Pétain à la revue des Deux Mondes, où elle était sociétaire, Pétain aussi. Et donc, mais il y a comme ça des heurts très curieux qui se sont
trouvée comme ça, brusquement confrontée. Et donc mes parents se sont inscrits en tant que juifs. Et là, j'ai quand même senti l'atmosphère là qui a commencé à changer très vite. C'est-à-dire que brusquement, on n'avait plus le droit d'avoir le téléphone, après plus le droit d'avoir la radio, après, mais ça je ne l'ai découvert qu'après, cette ordonnance qui m'a un peu amusée avec le recul, qui était le fait du personnel que nous pouvions avoir à utiliser. C'est-à-dire que les domestiques, puisqu'à cette époque-là c'était l'expression, nous n'avions pas le droit d'avoir une femme de ménage de moins de 50 ans. Donc évidemment au début je ne comprenais pas du tout pourquoi, et je ne l'ai appris qu'une fois bon, adulte et comprenant les choses. Et pour ceux qui se posent un petit point d'interrogation, c'était tout simplement pour qu'il n'y ait pas de risque de collusion entre le sang arien et un sang juif, puisqu'on ne sait jamais ce qui peut se passer à l'intérieur des familles. Ils avaient dû en rester aux vieux romans ou les jeunes gens dans les familles, enfin bref. Voilà. Donc il y a eu tous les jours des restrictions. Et moi, je ne comprenais toujours rien. Mon étoile ne me gênait pas. J'étais bien sûr la seule à la porter, mais je découvrais pour la première fois, du coup, j'allais à l'école avec mon étoile, qui n'attirait pas plus l'attention qu'autre chose. Je ne sais absolument pas comment les autres enfants avaient été avertis par la directrice qu'un jour je serai là et que je porterai une étoile. Ça, je ne l'ai pas su. Moi, ça ne me gênait pas, sinon que je découvrais que à la fois je faisais une première communion comme toutes les petites filles, alors qu'on m'avait dit que je ne la ferais jamais, que en même temps je portais une robe blanche et qu'après je portais une étoile. euh, Vraiment, je ne comprenais pas grand-chose et surtout, on ne m'expliquait pas grand-chose. Je crois que mes parents, d'une part, parce qu'à cette époque-là, on protégeait les enfants de tout, ce qui maintenant on comprend était une chose que moi je ne referai jamais, ça, parce qu'on se trouve encore plus perdu quand les événements arrivent. Mais bon, ils voulaient nous protéger. Et donc, je vous dis, en même temps, l'étoile, la robe, l'église, et c'est tout. Et l'atmosphère euh, qui devenait très, très sombre. Notamment, quelque chose qui m'a poursuivi jusqu'à maintenant, c'est par exemple le problème du courrier. Parce qu'un problème qu'ont eu les gens qui se sont cachés, c'est cette sensation d'abandon extrême. Et cette sensation d'abandon s'est manifestée, en tout cas par rapport à nous surtout, par les problèmes du courrier, où ma mère justement et mon père, qui avaient tellement d'amis, qui étaient tellement fêtés partout, ma mère, j'ai toujours l'image devant les yeux, elle allait tous les jours au devant du facteur et il n'y avait jamais rien. Ce qui explique, ou du moins qui fait comprendre la lâcheté des gens. Et ça, c'est une bonne leçon. Et vraiment, ça m'a vraiment marqué. À tel point que le courrier est pour moi un problème qui est vital, même à mon âge. C'est-à-dire, je ne supporte absolument pas encore maintenant d'avoir une boîte aux lettres vide et ma journée s'effondre. J'ai beau maintenant savoir pourquoi. J'ai mis des années avant d'essayer de comprendre pourquoi j'écrivais à la Redoute, enfin à des magasins, ne serait-ce que pour recevoir le catalogue, enfin des choses absolument stupides.
Et je ne le comprenais pas jusqu'au jour où j'ai lu un livre de, comment s'appelait-il, Raphaël Delbar, sur les enfants cachés, où une femme racontait la même chose. Alors ça m'a beaucoup rassurée sur mon état mental, parce que enfin je comprenais. Bon, il y a donc eu, et surtout pour mes parents, enfin, ça a dû être absolument tragique, cette notion d'abandon. Et les seuls qui aient eu du courage, ce sont les éditeurs de ma mère, Albin Michel, à qui je rends hommage à chaque fois, parce qu'ils sont les seuls à avoir accepté de publier ma mère sous des faux noms, pour que nous ayons des moyens financiers pour vivre, parce que nous n'avions plus rien. La belle vie dorée était loin, loin derrière nous, puisque rien ne pouvait nous arriver. Les comptes étaient bloqués, et nous avions loué une maison, parce que nous ne pouvions pas rester à l'hôtel. On ne savait pas combien de temps ça allait durer. Donc mes parents avaient loué une maison qui bien sûr, était immense, gigantesque, et impossible à chauffer. Ça, je me rappelle très bien. Et les hivers là-bas sont très rigoureux. Donc ça a été une période vraiment, vraiment très, très difficile, où mes parents ont compris que la situation devenait vraiment grave et que ça n'était plus une question de résidence surveillée, et ont commencé à apparaître des décrets sur des camps. Ils utilisaient le terme déportation, mais dans l'esprit de mes parents, il ne faut pas oublier qu'ils étaient russes, et que lorsqu'on connaît la littérature russe, le terme de camp de déportation apparaît dans tous les romans de Dostoïevski, mais en fait, c'était des camps de travail. Bon, et donc mes parents ont pensé qu'ils allaient être séparés de nous et être internés dans un camp de travail. Et donc, ils ont quand même pris leurs précautions et ont fait venir à la maison une personne qui avait été dame de compagnie de mon grand-père. À l'époque, ça se faisait. Et c'était une Arienne pur sang. Elle était française, sa famille était française, ses parents, ses grands-parents, etc., etc. Elle était catholique aussi depuis, etc., etc. Donc elle présentait tous les critères de qualité dont on puisse rêver. Et donc ils l'ont fait venir pour s'occuper de nous au cas où ils seraient séparés de nous. Et ça, même si je peux leur en vouloir de ne pas avoir compris davantage, en faisant ça, ils nous ont quand même sauvé la vie, en faisant venir cette personne. Parce qu'on va arriver là à une période difficile. On va... Une petite seconde. Pour les amener dans un stade qui s'appelait le Vélodrome d'hiver. Et là, tous les enfants, il y avait des parents et des enfants qui étaient parqués au Vélodrome d'hiver, et en attendant, de les amener dans un camp et puis de les transporter dans un camp de concentration. Eh bien voilà, dans ces livres, il y a la fin de l'histoire, c'est-à-dire que le 13 juillet 1942, au matin, nous avons entendu des voitures s'arrêter devant la maison, et le bruit classique dont tout le monde parle, qui laisse toujours un souvenir
durs, ce sont des bruits de bottes. Et nous avons vu arriver des gendarmes français. Je crois que ça aussi, maintenant tout le monde le sait. Ce sont des gendarmes français qui se sont présentés et qui ont demandé à ma mère, à elle seule, de préparer une valise et de bien vouloir les suivre. Le temps que ça a duré, je ne peux pas le dire. C'était... ce sont des moments très durs où on ne sait pas vraiment ce qui se passe. J'étais trop grande pour quand même qu'on puisse me raconter l'histoire de maman qui part en voyage. Mais on m'a pas dit beaucoup plus de choses que simplement il fallait lui dire au revoir. Et ma petite sœur aussi. Mon père était dans un état de désespoir. Ma mère était très calme. Nous nous sommes réunis et nous avons respecté une coutume russe qui est que lorsque quelqu'un de la famille part en voyage, on se rassemble et il y a un petit silence, on se regarde, on se prend les mains et la personne s'en va. Et c'est ce qui s'est passé. Et la suite, mon père n'a pas eu le droit de la suivre. Et là a commencé une période que je peux même pas qualifier, parce qu'elle laisse des traces ineffaçables qui ont commencé immédiatement, c'est-à-dire au premier repas qui a suivi. Je me rappelle que la personne qui nous servait avait, ou plutôt n'avait pas mis le couvert de maman, et mon père a explosé, on dirait maintenant, et a exigé qu'à chaque repas, son couvert soit mis. Et puis, il a bien sûr commencé à contacter tous les gens qui étaient susceptibles de pouvoir aider. Nous ne savions pas du tout où elle était emmenée, jusqu'au jour où on a reçu le lendemain même, un petit mot crayon disant qu'elle était dans une gendarmerie d'un village qui n'était pas très très loin d'ailleurs, et qui était un petit mot d'amour. Et puis nous avons perdu sa trace. Mon père a contacté la Croix-Rouge, des démarches ont été entreprises, et on a reçu un autre petit mot au crayon de Pithiviers le 16 juillet, disant qu'elle partait pour l'Est, sans dire où, et c'était un mot d'adieu. Et après, nous n'avons plus rien su d'elle. Mon père a remué le monde entier, mais nous n'avons pas su où elle était. Et en fait, l'endroit où elle était, je ne l'aurais appris que bien longtemps après la guerre, grâce au travail de Serge Klarsfeld. Et c'est là que j'ai retrouvé sa trace. Et donc, elle était à Auschwitz, où 3 mois après, mon père, mes oncles, mes tantes se sont retrouvés, mais aucun n'a survécu, aucun n'est revenu. J'ai simplement su qu'ils avaient, pour la plupart, dont ma mère, survécu 1 mois,
et c'est tout. Et quant à mon père, il a été gazé, et ça je le sais par la Croix-Rouge allemande, qui relativement récemment, je peux même citer la date exacte, en 97, m'a envoyé des actes de décès de chacun des membres de ma famille, donc avec leur date d'arrivée, la date de leur décès et, et des papiers qui sont scandaleux. Il y avait indiqué les causes de la mort. Et donc j'ai vu des choses aussi terrifiantes que grippe pour ma mère, alors que c'était le typhus, des maladies tout à fait, à la limite, banales. Donc j'ai demandé des éclaircissements sur ces fameuses causes de la mort, et avec le concours du CDJC, nous avons écrit ensemble, et c'est là que nous avons appris que ce fichier d'Auschwitz qui m'avait été adressé, et probablement avait été adressé à d'autres personnes ayant fait des recherches un peu plus pointues sur la disparition des leurs, eh bien c'était un fichier fictif que les nazis avaient préparé pour la fin de la guerre, et que donc effectivement les juifs pouvaient mourir à Auschwitz, mais il n'était pas question de chambre à gaz, de typhus. Ils ont banalisé leur mort. Donc ma mère, c'était la grippe, j'ai un oncle, c'était une bronchopneumonie. Il ne faut pas oublier qu'ils étaient tous arrêtés entre juillet et août. Donc bronchopneumonie, la seule, un de mes oncles pour qui à la limite ça pourrait être plausible, ils me disent qu'il est mort d'un infarctus du myocarde, à la limite je veux dire que ça peut-être, je peux l'admettre. Donc ce sont des fichiers fictifs, il ne faut pas s'y laisser prendre, et il faut bien comprendre l'importance de ce fichier fictif. Outre le choc affectif, c'est surtout une arme qui peut servir aux négationnistes et révisionnistes de tout poil plus tard, quand des historiens se pencheront sur ces papiers. Pour eux, ils auront la preuve, ils diront ben voilà, c'était la grippe, la bronchopneumonie, etc. Donc on ne peut pas laisser dire ça. C'est en ce sens que ces papiers, pour moi, étaient très importants. Ça ne changeait rien pour moi, à part le choc affectif, effectivement, mais le fait qu'il soit mort de la grippe ou d'une bronchopneumonie, mais surtout j'ai vu l'usage que l'avenir pouvait en faire. Et c'est pour ça que je me suis battue pour le faire savoir que c'était un fichier fictif. Voilà. Donc, si vous voulez, on a retrouvé, donc grâce à Serge Klarsfeld, j'ai les détails sur le convoi de toute ma famille. Donc, je peux savoir que ma mère était dans le convoi numéro 6, par exemple, qui est parti de Pithiviers directement sur Auschwitz, et que dans son convoi, il y avait 809 hommes et 119 femmes. Et à l'époque, en 1945, il y aurait eu 18 survivants. À l'heure actuelle, un gros travail se fait, convoi par convoi, avec les descendants, et après des recherches dans le monde entier, il y aurait encore à l'heure actuelle 3 hommes survivants de ce convoi. Quant à mon père, puisque nous avons été arrêtés beaucoup plus tard, enfin 3 mois après, il était dans le convoi 42, qui est donc parti de Drancy et pour Auschwitz.
Et malheureusement, dans ce convoi, il y avait donc 478 hommes, 504 femmes, 16 indéterminés, je ne sais pas trop ce qu'ils veulent dire par indéterminés. Parmi eux, et ça c'est terrible, 221 enfants de moins de 18 ans, dont 113 de moins de 12 ans. Bon, bien sûr, tout au long du livre, je retrouve les miens, puisque personne n'est revenu, et que ma sœur et moi avons vécu la vie de ceux qu'on a appelés les enfants cachés, parce que lorsqu'on a été arrêtés, donc nous avons été arrêtés sur l'ordre de Bousquet et compagnie, puisque les nazis, quand nous avons été arrêtés, n'avaient pas reçu l'ordre d'arrêter les enfants. Et ce qu'on peut apprécier chez eux, qui nous a aidés, c'était leur amour de la bureaucratie, et qu'on ne faisait rien sans ordre. Et donc ils n'avaient pas reçu d'ordre. Et il se trouve que cet officier allemand, quand il m'a vu arriver, avec mon père, avec ma petite sœur, a sorti une photo de sa poche, et il avait une fille de mon âge. Et est-ce qu'il savait ce qui allait nous arriver? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il a dit qu'il n'avait pas reçu l'ordre, lui, d'arrêter les enfants, qu'il gardait mon père, bien sûr, mais que les enfants pouvaient repartir. Mais il devait savoir, parce qu'il a dit à la personne qui était avec nous, cette personne dont je vous avais parlé au début, cette dame de compagnie qui s'occupait de nous, il nous a dit qu'il fallait partir très vite. Donc je suppose qu'il savait que où l'ordre d'arrêter les enfants allait arriver, ou ce qui se passerait. Et finalement, c'est ce que nous avons fait, et nous avons fui. Et nous avons connu cette vie d'enfant caché qui est très lourde à porter. Bien sûr, c'est absolument pas comparable. On peut même pas songer à un terme de comparaison avec ceux qui sont partis. C'est simplement autre chose, c'est un autre drame dont on ne guérit pas, avec en plus justement cette culpabilité énorme d'être resté alors que les autres sont partis. Et cette culpabilité-là, on l'aura sur les épaules jusqu'à ce qu'on les retrouve un jour, peut-être. Oui, 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 oui. Et donc, voilà, parce que... mais absolument, ce ne sont pas des ombres. Ce sont... là, on leur redonne vie. Et voilà. Moi, je trouve ça...
qui se passe, c'est que nous sommes rentrés à la maison, nous avons mis quelques affaires dans des valises, et la personne qui était avec moi, avec nous, a pris contact avec un cousin à elle du côté de Bordeaux, qui était dans le maquis. Et c'est par ce canal qu'ils nous ont fait dire de fuir immédiatement. Et ils nous ont caché. Je passe ces épisodes de train, de gare. C'est épouvantable. D'ailleurs, à l'heure actuelle, même pour partir en vacances, j'arrive dans une gare 1 heure avant, en regardant absolument partout, et je ne peux pas m'en empêcher. Je peux prendre l'avion sans problème, je ne peux pas prendre le train sans problème. Et donc, à l'époque, il y avait une chose qui était assez pratique, c'est que dans les trains, les porte-bagages, enfin là où on met les bagages, ça n'était pas, c'était des filets, un peu comme des hamacs. Et en fait, on se cachait là, entre deux piles de vêtements, quand il y avait des contrôles, en racontant un peu aux gens qu'on était malade. Enfin, ils le croyaient pas. C'était quand même très au début, en 42. Donc les choses ne se savaient pas encore vraiment. Il y avait des consignes, des gestes que j'ai gardés très longtemps, je crois, jusqu'après la naissance de mon premier enfant, parce que la personne qui était avec moi, qui s'appelait Julie, me disait toujours votre nez est trop juif, il faut absolument le cacher. Et donc je vivais avec la main sur le nez. Et j'ai perdu ce geste très très longtemps, je crois que à la naissance de mon premier enfant seulement. Et donc de changement, euh, nous sommes donc arrivés à Bordeaux, où ils nous ont trouvé une cachette chez des religieuses, catholiques bien sûr. Et là, ça a été très dur aussi, parce que brusquement, on se trouvait plongé dans un univers qu'on n'aurait jamais imaginé, même dans les livres, euh, c'est-à-dire circuler la nuit, euh, ne pas parler, ne pas... je me rappelle très bien euh, avoir été obligée de bâillonner ma petite sœur avec une écharpe, parce que dans les rues, il y avait des patrouilles. Et depuis, d'ailleurs, on ne me verra mais jamais avec une écharpe. J'en ai qui s'accumulent, qu'on m'offre, des jolis foulards, et je ne peux pas. J'ai toujours cette image. Et donc, chez ces religieuses, c'était très dur, parce que c'est pas de leur faute. C'était au contraire, parce qu'elles nous ont sauvé la vie. Mais il y avait donc 2 personnes au courant, c'est tout. Parce qu'à l'époque, comme chaque fois que la clandestinité est nécessaire, il y a des précautions de cloisonnement qui tombent sous le sens, enfin, je veux dire. Donc il n'y avait que 2 personnes au courant, ce qui fait que on a essayé de me mettre en classe, on nous a mis en classe, mais que par exemple je ne répondais jamais parce qu'on m'avait donné un faux nom, évidemment. Et donc le temps que je réagisse, je me faisais punir très souvent. En plus, bon, c'était terrifiant. Je me retrouvais dans un dortoir, moi qui... Ouais, bon, des choses qui bien sûr sont pas graves du tout après coup, mais qui sont complètement... Vous ne savez plus qui vous êtes, ce que vous êtes, plus du tout. Et puis une nuit, on nous avait fait mettre, caché quelque part, un bagage, au cas. Et heureusement, parce qu'une nuit, on est venu nous réveiller, et ça aussi c'est un souvenir, on est venu nous réveiller parce que le maquis avait des relations dans la police aussi, parce que toute la police n'a pas été collaboratrice. Et donc ils avaient su qu'il y avait une rafle dans le quartier
où nous étions cachés, qu'ils savaient que nous étions cachés chez des religieuses. Donc en pleine nuit, on nous a réveillés et on est parti dans les rues, de cave en cave, de maison en maison. Et ce qui est terrible, c'est que je ne peux remercier personne parce que je ne sais absolument pas chez qui j'ai été. Parce que ça pouvait être une heure, ça pouvait être une nuit, ça pouvait être... enfin, ça a été une perpétuelle course d'un endroit à un autre, avec la peur. Parce que là, en tout cas moi, qui était quand même plus grande, j'avais 13 ans, là je comprenais que la situation, c'était la vie ou la mort. Il avait bien fallu me le dire. Parce que si on ne me l'avait pas dit, je pouvais faire des imprudences. Je pouvais faire des caprices d'enfant gâté, disant je veux papa, je veux maman, je veux... Ben, donc il avait bien fallu m'expliquer que si on était pris, eh bien c'était la mort. Nous avons attendu la fin de la guerre et la libération est arrivée. Et c'était un drôle de mélange. C'était cette folie dans les rues qu'on avait envie de partager, un espoir immense en se disant ça y est, ils vont rentrer, et en même temps, peut-être parce que les moments qu'on venait de vivre avaient été tellement chargés d'émotions, de peur, ou une espèce peut-être de prescience, je ne sais pas, parce que nous ne savions pas grand-chose. Donc il y avait tout ce mélange de folie, d'espoir et d'inquiétude. Et d'inquiétude. Déjà, ce qui était quand même agréable, c'était d'être dans la rue sans se cacher, même si on regardait, c'est resté très longtemps un réflexe, de regarder qui était au coin de la rue, de regarder les uniformes, mais c'est normal qu'on ait réagi comme ça. Là, ensuite, donc, nous sommes revenus sur Paris, et sur Paris, aucune nouvelle, plus d'appartement, l'appartement avait été occupé par d'autres, plus aucune nouvelle, jusqu'au moment où la vérité a commencé, enfin la vérité, où on a connu l'existence des camps et où ont commencé certains trains à arriver gare de l'Est. Et donc, bien sûr, je suis allée. Et c'était quelque chose d'affreux, avec nos pancartes, avec les noms. Et quand je les ai vus arriver, j'ai juste eu le temps de me dire que si ma mère passait devant moi, je ne l'aurais pas reconnue. Donc j'ai eu la réaction normale qu'on a quand on veut fuir la réalité, on s'évanouit tout simplement. Voilà. C'est une manière comme une autre de fuir l'horreur, et puis brusquement d'un coup de savoir, avant même de le savoir officiellement, mais moi je le savais, je savais que je ne les reverrais plus. Donc après évanouissement, je n'allais plus à l'arrivée des trains,
mais je suis allée à l'hôtel Lutetia, où c'était un endroit où les déportés qui pouvaient encore marcher étaient amenés. Il ne faut pas oublier qu'avant de les faire entrer, ils étaient désinfectés, ce qui était une image qu'à la limite on pouvait comprendre d'un point de vue de la santé publique, mais qui était une horreur absolue pour ceux qui arrivaient de là-bas. Et donc il y avait nos pancartes et il y avait des listes de noms. Et il y avait, en tout cas pour moi, évidemment, jamais rien. Donc petit à petit, à la fois l'idée s'est imposée que je ne reverrai plus personne, et d'un autre côté, comme beaucoup, nous avons vécu de fantasmes pendant des années, ce qui, je crois, en tout cas pour moi, m'a empêché d'arriver à une solution radicale que tout le monde peut supposer, que certains ont fait, parce qu'il y avait plein de fantasmes. On se disait, moi mes parents étant russes, je me disais qu'ils étaient peut-être en fait dans un hôpital en Russie, qu'ils étaient peut-être amnésiques. Enfin, on a tous eu dans la tête des rêves insensés. Ça a été très loin. Il m'est arrivé des années et des années après de courir après une silhouette de femme dans la rue. Ça m'est arrivé. Ce qui est encore plus étrange, c'est que ma sœur, qui n'avait aucun souvenir de ma mère, a fait exactement la même chose. Donc voilà, euh, voilà où on en était. Après, c'était des questions de papier. On nous a donné des actes de disparition qui ne nous apprenaient rien. On savait simplement que vraiment le désastre avait été total. Voilà pour la partie peut-être la plus dure, sans compter les années qui suivent et qui ont marqué à tout jamais les descendants de tous les morts, de tous les camps. Bien là, vous allez voir la bibliothèque où je conserve précieusement toutes les œuvres de ma mère. Alors il y a des très vieux livres, des livres comme on n'en trouve plus, c'est-à-dire où il faut encore couper les pages, et puis des livres plus récents qui reparaissent régulièrement, et des traductions en diverses langues, et ensuite toute une série de dossiers que j'ai constitués avec toutes les critiques de livres que j'ai retrouvés à la Bibliothèque nationale et que j'ai retranscrites et gardées précieusement. J'ai donc aussi retrouvé là des interviews de ma mère qui m'ont appris beaucoup de choses sur elle-même et sur sa manière d'écrire. Donc c'était un très grand écrivain et je continue à travailler sur ces textes. Et de cette manière, par ses livres, de toute façon, elle sera toujours là.
Ben voilà, je suis en train de retaper des nouvelles de ma mère, de manière à d'abord tout laisser en ordre, pour que lorsque je partirai, vraiment tout soit rassemblé. Je pense que ils sont émouvants dans la mesure où elle y travaillait encore la veille de son arrestation. Et donc, en ce sens, ils sont très émouvants, mais enfin, surtout pour moi. Pour le moment, en tout cas, je les ai remis au propre et retranscrits, et avec une loupe, parce que maman écrivait, c'était pendant la guerre, donc il n'y avait pas de papier, pas d'encre, et donc les caractères avaient à peu près 1 millimètre de grandeur. Et donc j'ai travaillé sur ce manuscrit avec une grande loupe. Et, et même si certains mots étaient quasiment illisibles, peut-être l'émotion aussi, l'angoisse, puisque le manuscrit était parsemé de phrases très très pessimistes, où là elle laissait montrer sa peur. Et donc j'ai retiré toutes ces phrases qui étaient émaillées comme ça dans certains chapitres, et je les ai laissés à part. Et quand un mot était illisible, j'ai pas essayé de deviner, j'ai écrit illisible, pour vraiment respecter chacune de ces paroles, on pourrait dire. Des thèmes récurrents, enfin bref. Je pense que jusqu'à mon dernier jour, elle continuera à m'habiter, et, et donc elle revit, et en plus, elle permet à beaucoup d'autres de vivre, puisque beaucoup de gens aiment ces livres, et donc là aussi, il y a une rencontre permanente d'un écrivain et de ses lecteurs. Voilà.